Alors, bon retour tout le monde. Bienvenue à ce deuxième segment de l'émission Montréal Pluriel spéciale Neil et Chantal-Anne. On a avec nous John Miller-Beauvoir. On va couvrir les événements des derniers jours en Haïti. On va parler de démocratie de manière générale. On va se poser des questions sur qu'est-ce qui doit se passer. John, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Comment vas-tu? Ça va, merci. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Je pense que cette émission arrive à un moment très crucial dans la vie du peuple haïtien, mais pas seulement le peuple haïtien. Il y a des circonvolutions à Cuba, un peu partout en Afrique du Sud. Donc, c'est des moments extrêmement graves, si je peux dire. Et c'est aussi le moment de la parole savante, de la parole réfléchie, objective, par rapport à des enjeux qui sont d'une extrême importance et d'une importance capitale, notamment par rapport à ce qui est en train de se passer en Haïti actuellement. C'est un plaisir d'être avec vous, Neil et Chantal-Anne, comme toujours. John, on est vraiment mal. Les Haïtiens d'origine, les Haïtiens de la diaspora, les Haïtiens vivant en Haïti ont vécu, je pense, une catastrophe qui est légale de ce qu'on a vécu en 2010. L'assassinat du président en fonction, le Jovenel Moïse, non seulement un assassinat qui a commandité pour des motifs qu'on se pose de sérieuses questions sur pourquoi est-ce que nous nous sommes rendus là comme peuple, mais il y a un paquet de questions sans réponse qui ont créé un malaise extrême. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? En fait, il était 3 heures du matin. J'ai reçu une notification sur mon téléphone parce que je suis connecté à beaucoup d'acteurs politiques, des journalistes. Et il y a un journaliste qui envoie une image, une photo, il se faisait noir, mais il disait que apparemment il y a une attaque, il y a des tirs près de la résidence du chef de l'État, tout près de la résidence du chef de l'État, et qu'il allait revenir pour des commentaires additionnels. Puis moi, je suis replongé dans mon sommeil, j'ai pas suivi ça. Et à 6 heures du matin, j'ai un ami qui travaille dans une ambassade occidentale à Port-au-Prince qui m'a envoyé un message: réveille-toi, il faut que tu saches ce qui est en train de se passer. Et puis il m'a envoyé une note du premier ministre ad intérim, M. Claude Joseph, qui a quand même annoncé officiellement le décès du président, l'assassinat du chef de l'État, et ça a eu l'effet d'une bombe. Et effectivement, Neil, j'ai senti pratiquement les mêmes vibrations que j'ai ressenties lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. J'étais en Haïti à ce moment-là, et c'était un choc qui paralyse. Tu peux pas parler, tu peux pas décrire ce que tu sens, mais c'est juste, tu absorbes. Tu prends un peu de moment pour absorber le choc, et beaucoup de sensations multiples. Et tu es fâché, tu es triste, et tu es impuissant, tu es frustré, et le côté mystérieux de l'acte fait qu'on se pose des centaines de questions pour lesquelles, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Donc, c'est un choc historique. Et pour donner une perspective de la gravité de la situation, Haïti, c'est un État né un peu dans la violence, c'est-à-dire dans notre genèse même, ce qu'on a fait pour chasser les colons, qui était une bataille pour la vraie démocratie, pour l'émancipation des Noirs. Et on en est tous fiers. Mais à partir de ce moment-là, 2 ans plus tard, on a eu l'assassinat politique, le premier assassinat du père fondateur de la nation. Et quelques années plus tard, on va avoir l'assassinat aussi de son
arrière-petit-fils qui était aussi devenu président de la République. Donc, on a dans notre histoire de plus de 200 ans. Il y a des Pour précédents. ceux qui ne savent pas à qui tu fais référence, le père fondateur était... C'est Jean-Jacques Dessalines. Voilà. Et on a comme cinq chefs d'État en fonction qui ont été assassinés dans notre histoire de peuple. Moi, Chefs d'État. j'ai envie, parce qu'on est sauté dans le vif du sujet, mais Ouais. on a pris pour acquis que tout le monde connaissait tout le monde, parce que nous, on est en... Ouais. Peut-être qu'on prenne une petite minute pour faire une introduction Ben, correcte à John. John, la gravité de la situation nous met dans un état de mal-être tel que c'est un peu normal. Donc, mais il faut rappeler que non seulement que John est un penseur de grand talent, écrivain, globe-trotter, le travail à l'international. Donc, je ne sais pas si tu veux le présenter de façon plus spécifique que ça. Peut-être mentionner ton rôle au niveau de la démocratie, ton travail, entre autres, en Afrique. Je pense que tu es la meilleure personne, en tout cas à ma connaissance à moi, pour parler de démocratie. Ton livre porte d'ailleurs sur cette thématique. Donc, vraiment de placer, parce que c'est facile aussi, justement, quand les événements ont une portée émotive tellement importante, de tomber dans le spécifique. Mais je trouve que c'est intéressant que tu ramènes une perspective historique. Mais je pense, en tout cas, bon, moi, je reviens toujours avec mon histoire de Fonds monétaire international, puis les forces structurelles, parce que on ne peut pas prendre un événement comme ça de manière isolée, sans le situer, bon, non seulement dans son contexte historique, mais également dans son contexte sociopolitique. Il se passe plein de choses en ce moment, entre autres à cause de COVID. Il y avait déjà des choses qui étaient en place depuis toute l'histoire de Petro-Caribé en Haïti. Donc, c'est comme un petit peu l'aboutissement aussi de tout ça. Et donc, on ne peut pas déconnecter cet événement, aussi tragique soit-il, du restant du contexte. Comment tu vois ça? Ouais. En fait, comme je l'ai dit, dans une perspective historique, c'est pas nouveau dans notre histoire de peuple. C'est-à-dire, pour nos générations, la génération de nos parents, c'est nouveau. Ils n'ont pas vécu ça. Mais on a eu, en 1915, par exemple, le dernier, c'est Villebrun-Guillaume Sall. Il y avait un soulèvement populaire. Malgré qu'il eût été réfugié ou accepté par la légation de France, l'ambassade de France, pour ainsi dire, la population et la foule a été le chercher dans une mission diplomatique pour le décapiter. Et ça s'est passé aussi au cours d'un mois de juillet. C'est clair que la situation d'Haïti... On parle ici de 1915. 1915, oui. Et 1915, et ça allait aboutir immédiatement à l'occupation américaine qui dura de 1915 jusqu'à 1934. Et il y a quand même des similitudes par rapport aux événements. Vous voyez, par exemple, immédiatement après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a eu quand même une demande officielle du gouvernement pour envoyer des Marines pour occuper des endroits stratégiques. Mais c'est le langage codé diplomatique pour inviter à une autre occupation. Donc ça, pour moi, c'est comme patriote et qui voit aussi les conséquences structurelles de l'occupation. Pour moi, c'est une abjection et qui va aussi à l'encontre de notre trajectoire, de notre histoire. D'affranchissement, bien sûr. Exactement. Mais moi, en tout cas, pour moi, de l'extérieur, c'est aussi toujours intéressant de voir cette espèce de dissonance ou de dichotomie entre dire les Américains veulent toujours venir imposer leur politique, leur ci, leur ça, et d'un autre côté, c'est les premiers vers qui on se tourne lorsqu'il y a un problème. Tu sais, il y a comme un double standard là-dedans. C'est malheureux de le dire de cette façon-là. C'est une interprétation blanche de la chose. J'ai dit de l'extérieur. Non, mais je représente quand même un point de vue. Les Américains ne sont pas nécessairement invités. Ils sont partie prenante même de la scène. Donc, ils font partie de la dynamique. Ils créent la dynamique interne pour avoir un contrôle sur les joueurs nécessaires
quand ils veulent dire qu'ils sont invités, ben, ils ont les joueurs qui leur appartiennent sur le terrain. Est-ce qu'ils appuient sur un bouton et les joueurs disent « on a besoin des Américains ». Une stratégie de choc-solution, Donc, comme on l'a vu avec d'autres ça c'est clair. Mais pour recentrer puis recadrer l'événement historique, John, toi qui suis la démocratie sur une base tout le temps, c'est ça ton métier, c'est ça que tu fais dans la vie. Ouais. C'est qui le dernier président en fonction qui a été assassiné dans les 20 dernières années et où est-ce que, en fait, 91, ben, on va dire dans les 15 dernières années pour éviter certaines choses, qui a été assassiné en fonction? Tu veux dire dans le monde? Même dans le monde entier, est-ce qu'il y en a eu tant Dans que le monde ça? entier. OK. Non, pas beaucoup. En fait, il y a eu récemment dans un pays sur lequel je travaille, le Tchad, et il y a eu le président Idriss Déby. C'est quelqu'un qui a été au pouvoir depuis pratiquement 30 ans, à 1990, là, comme Jean-Bertrand Aristide. Ils ont été élus au pouvoir dans la même année. Il est encore resté en fonction jusqu'à son assassinat et récemment, au cours des 2 derniers mois. Mais son cas est totalement différent de ce qui vient de se passer en Haïti. Lui, il est un guerrier et le Tchad est en proie à une rébellion qui vient de la Libye. Vous savez que la Libye est totalement déstabilisée avec l'intervention occidentale, notamment avec Nicolas Sarkozy. Ben, d'ailleurs, l'assassinat de Kadhafi, est-ce qu'on pourrait le mettre dans les 15 dernières années? J'oublie en quelle année. C'est un autre contexte. Il y avait comme une guerre active des forces extérieures, etc. Ce qui s'est passé, c'est que le maréchal, il s'est fait nommer maréchal par le Parlement, qui est sous son contrôle. Donc, il a été à la rencontre des rebelles, il a été au front et il est mort sur le champ de bataille. Il est comme un militaire, donc ça peut se comprendre. Mais ce qui est totalement incompréhensible de ce qui est arrivé, qui est en train de se passer en Haïti, parce qu'on n'a pas encore de clarté sur ce qui se passe, c'est qu'un président, chez lui, entouré de sa garde prétorienne, parce que tous les États, tous les chefs d'État, même les pays les plus pauvres du monde, ils ont des structures en bouclier, avec un minimum de 3 niveaux de protection. Au minimum. Au minimum, strict minimum. Donc, quand même, ce chef d'État a été assassiné dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire dans son noyau d'intimité extrême, et que personne d'autre, à part sa femme, n'a été touché, n'a été égratigné. Ouais. C'est terrible. Ça, c'est un mystère. C'est terrible. C'est pas un film d'Hollywood ou de Bollywood. On parle d'un État, d'un pays réel, d'un chef d'État en fonction. Et après, on voit l'enchaînement des événements autour. Les Colombiens, il y a les Américains, il y a la DEA, il n'y a pas de DEA, il y a le FBI, Donc, franchement, et en tout cas, notre génération est en train de vivre quelque chose. Complètement inédit. Inédit complètement. C'est inédit. Et on ne sait pas encore sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, quelles sont les implications à venir, même dans les relations de pouvoir. Par exemple, le Venezuela est en train de se dire, bon, écoute, c'est un complot américain avec les Colombiens. Ouais. Donc, ça va changer des choses. Ouais, les répercussions vont aller au-delà d'Haïti, ça c'est clair.